Bonjour. Alors donc nous allons vous présenter, Louis, Guillaume et moi, une partie de notre travail sur Whakaina, qui est un atoll des Tuamotu du centre-nord, où notre objectif était de documenter l'histoire pré-européenne, mais aussi les effets de l'arrivée des Européens, qu'il s'agisse de la christianisation ou de l'insertion dans une économie monétaire à la fin du XIXe siècle. Et c'est de ce deuxième aspect qu'il va être question aujourd'hui. Whakaina est situé à 950 km de Tahiti et les premières mentions officielles de l'île dans les documents européens datent de 1824. L'île est restée à l'écart de l'influence occidentale jusque dans les années 1860. À cette époque, Whakaina, comme d'autres îles des Tuamotu de l'Est, était en marge du protectorat de Tahiti et ne faisait pas partie du domaine des Pomarés. Sa population continuait de vénérer les divinités pré-européennes, tandis que le protestantisme était implanté à Tahiti depuis 1797 et les Tahitiens massivement baptisés depuis 1819. En 1860, des soldats qui représentaient l'autorité du protectorat se sont rendus à Whakaina pour établir des relations politiques et ils y ont été massacrés par les habitants, probablement après avoir profané un important marae. Le commissaire impérial a organisé une expédition de représailles et il a déporté tous les habitants. Une partie des Whakaina ont été exilés au Gambier, un archipel où les missionnaires catholiques de la congrégation des Sacré-Cœurs étaient implantés depuis 1834. Ceux-ci y avaient entrepris de nombreuses constructions monumentales, à la fois religieuses et civiles, et formé des maçons polynésiens. Certains Whakaina déportés au Gambier y apprirent probablement des techniques de construction qu'ils ont ensuite importées sur l'atoll après leur retour d'exil à partir de 1862. À cette époque, les habitants devenus donc chrétiens détruisent une partie de leurs anciens temples et ils commencent à développer la copraculture. Les missionnaires également s'efforcent de regrouper les populations qui étaient autrefois mobiles et dispersées en villages pour faciliter l'instruction religieuse et le contrôle administratif. Le village d'Okikakika et son mobilier archéologique sont ainsi le reflet de deux processus. Ils témoignent de l'influence particulière de la congrégation des Sacré-Cœurs et de sa traduction architecturale, et également des conséquences du développement de l'économie du copra dans une partie des atolls. Alors, Okikakika a été construit à partir de 1871 à l'initiative du père Montiton, qui était un pionnier de l'évangélisation des Tuamotu, qui en a tracé le plan. Situé dans un lieu favorable déjà occupé face à la seule passe, l'organisation du village est le reflet d'un projet de société. Les petites maisons alignées et espacées abritaient des familles nucléaires qui rompaient donc avec les habitudes de cohabitation de familles élargies. En 2019, nous avons documenté 56 bâtiments et structures, réalisé un plan du village et des relevés de façade. Le mobilier associé a été collecté, remonté et dessiné sur place. Alors, le village est structuré selon deux axes perpendiculaires, nord-sud, est-ouest. L'axe est-ouest débouchant à l'ouest sur la nef de l'église. Et donc, les deux axes de circulation du village forment une croix qui est visible du ciel. Deux types d'habitations sont visibles. La première que vous voyez ici sur la diapositive, il s'agit de maisons en bois, dont on a aujourd'hui donc les soubassements en pierre et en chaux de corail. Il y avait des clins ou des planches et l'ensemble correspond aux cases, ce qu'on appelle les cases créoles ou les bungalows. C'était des maisons qui étaient démontables. Le deuxième type, ce sont des maisons en maçonnerie qui sont généralement plus grandes et qui subsistent aujourd'hui en partie en élévation. Elles sont rectangulaires avec des toits à deux pans et deux murs pignons.
Les maisons étaient construites en moellons de corail et les angles des structures ainsi que le pourtour des ouvertures ont été réalisés avec beaucoup de soin. Il subsiste des décorations dans l'enduit de chaux au-dessus des ouvertures qui rappellent les façades des gambiers, ainsi que des traces de pigments bleus autour des fenêtres. On a des dates sur certaines habitations. En effet, les missionnaires ont christianisé les lieux en implantant dans toutes les dimensions le symbole de la croix. Ils ont christianisé le milieu social et ils ont aussi christianisé le temps en faisant apparaître les années depuis la naissance du Christ. En 1903, Fakaïna a été touchée par une épidémie de rougeole qui a fait une trentaine de victimes. Les missionnaires ont alors incité les habitants à quitter le village, qu'ils estimaient désormais insalubre, inhabitable. Alors, nous laissons de côté le village, nous voudrions nous concentrer aujourd'hui sur l'analyse du mobilier archéologique qui a été collecté en surface. On note la présence de très nombreux éléments en faïence fine, notamment des bols. Alors, il s'agit d'un procédé céramique de grande production qui est d'origine anglaise, avec un décor qui est posé sur la pièce précuite. Il est ancré en fait sur un papier de soie et absorbé par la surface poreuse du biscuit, puis recouvert d'un vernis cristallin plombyfère et transparent. C'est un procédé qui est apparu en France à la fin du XVIIIe siècle, mais qui s'est développé fortement au XIXe, en fait, du fait de la simplicité du procédé d'impression. Les estampilles retrouvées sont en très grande majorité celles de la production industrielle des grandes manufactures françaises de la deuxième moitié du XIXe siècle. La marque la plus fréquente est HB & Co Terre de Fer Choisy-le-Roi. Il s'agit en fait des faïences Hippolyte Boulanger & Co, dont la fabrication dure de 1863 à 1934. Alors, on a d'autres estampilles, comme par exemple Creil-Montreux, que vous voyez sur la gauche. On a aussi des exemples d'une marque qui est formée de 3 croissants entrecroisés. En fait, c'est le signe de la ville de Bordeaux, qui était le siège de la manufacture Jules Vieillard et compagnie, donc représenté à Okikakika. Alors, beaucoup de bols, peu d'assiettes. Sur ces dernières, on trouve des décors dits rayonnants qui imitent la faïence de Rouen, qui était hautement considérée en France. Mais ces assiettes-là sont en faïence fine, qui est en fait produite à échelle industrielle avec un décor imprimé par décalcomanie. En fait, c'est une production à bas coût qui a inondé le marché français et qui s'est diffusée également à la faveur de l'expansion de l'empire colonial. Les faïenceries de Lorraine sont aussi présentes. Elles ont maintenu leur production malgré la guerre de 1870. Et on retrouve ainsi, c'est ce que vous voyez à droite, les estampilles Keller et Guérin à Lunéville ou encore Fénal Frères à Pexonne. Mais il existe également des imports directs d'Asie. L'acronyme NKT correspond à la faïencerie japonaise Nihon Kokitsu Toki, qui a diffusé hors d'Asie un procédé industriel innovant de type ironstone, en fait un type de faïence proche de la porcelaine. Le mobilier en verre est composé de différents contenants, allant de la grande bouteille d'alcool au petit flacon de parfum. Alors, c'est un matériau ordinaire, ni cristallin, ni cristal. On a notamment des gobelets robustes, épais, à la section polygonale régulière qui leur donne un aspect facetté ou cannelé. On remarque la présence récurrente de fragments d'un verre d'une jolie couleur violette. En fait, au XIXe siècle, les secrets de fabrication du verre coloré étaient gardés jalousement par les cristalleries et seul le verre violet était aisément produit par l'ajout de manganèse à la silice. Et donc, la simplicité en fait de ce procédé a entraîné la fabrication de verres qui étaient eux-mêmes diffusés jusqu'aux confins du monde colonial. Parmi les bouteilles bien conservées figurent les flacons de parfum. Alors,
Leur présence s'explique par plusieurs facteurs, dont le goût des populations polynésiennes pour les fleurs et les préparations parfumées, un goût qui agaçait d'ailleurs les missionnaires, hein, qu'ils considéraient comme futiles, et qui en parlent abondamment dans leur correspondance. De plus, le développement du village de Okikakika a lieu pendant les 3 dernières décennies du XIXe siècle, ce qui correspond à un développement sans précédent de la parfumerie française, de diversification de ses produits et de l'invention des parfums de synthèse, qui correspond à une industrialisation de la production. En outre, il ne faut pas oublier l'utilisation secondaire des produits de la parfumerie. Certains flacons contenaient de larges quantités d'alcool qui ont aussi pu être consommés. C'est une pratique qui est encore présente aujourd'hui dans certaines îles reculées. Alors, ce que vous voyez là, c'est un flacon portant la marque Délai 13, parfumerie du monde élégant, qui, d'après le catalogue de 1890, aurait contenu de l'eau de lavande ou du vinaigre de toilette. Et cette bouteille correspond à la période entre 1890 et 1914. La maison Roger et Gallet, qui est toujours en activité, qui a été créée en 1862 et est représentée à Fakaïna. Donc, le très grand succès de l'eau de Cologne a permis d'assurer la prospérité de la maison Roger et Gallet, qui a pourtant diversifié sa production bien au-delà de ce produit phare. On a un autre parfumeur également, Gelée Frères, voilà, qui a acquis des formules de parfums qui étaient proposées à la reine Marie-Antoinette. Donc, c'était également un parfumeur connu de l'époque. Voilà, je passe rapidement. D'autres fabricants de parfums comme LT Pivert ou encore Rimmel, Eugène Rimmel, représentés dans le matériel de Fakaïna. Alors, quelques mots sur l'introduction de la pharmacopée occidentale en Polynésie. Nous avons en effet retrouvé plusieurs flacons médicinaux, majoritairement cette fois en provenance des États-Unis, ce qui témoigne de voies d'approvisionnement qui ne sont pas seulement françaises et coloniales. Alors, par exemple, l'émulsion Scott à l'huile de foie de morue ou encore le flacon du sirop pour la toux du docteur Kennedy, alors une panacée qui guérissait la toux, le rhume, la grippe, la bronchite, même la diphtérie et la coqueluche. Un autre témoin intéressant, c'est ce Dr Davis Vegetable Pain Killer. En fait, c'est un produit qui a marqué un tournant dans la perception de la douleur, en fait, comme cible en elle-même d'un traitement médical, indépendamment de sa cause. Et d'ailleurs, le mot painkiller aurait fait son apparition en anglais au travers de ce médicament. Donc, il faut se représenter le contexte d'atoll où les tournées médicales étaient extrêmement rares, très rares jusque dans les années 40, même 1950. Et voilà, donc ce type de médicament était particulièrement approprié dans un contexte comme celui-là. La consommation d'alcool également est documentée avec un certain nombre de témoins archéologiques, des bouteilles de vin, des bouteilles d'absinthe. On a un goulot de type absinthe qui est reconnaissable à sa couleur verte, ainsi qu'au bourrelet sur la partie supérieure du goulot. On a également un seau qui correspond à la marque Pernod Fils, la principale maison productrice d'absinthe en France jusqu'en 1915. Néanmoins, on a également des alcools qui sont possiblement d'autres provenances que la France, avec ces bouteilles en grès qui sont d'un type particulier, produits exclusivement dans le monde britannique, et qui vraisemblablement contenaient de la bière et ont pu être produits à Glasgow en Écosse. Alors, en conclusion, la culture matérielle qui a été mise au jour témoigne du développement de l'économie du copra. Cette production qui était conforme à la stratégie missionnaire, qui était fortement encouragée à la fois par les missionnaires et par l'autorité coloniale, en fait, a été développée à des rythmes très variables par les populations des atolls des Tuamotu. Et Fakaïna a fait rapidement figure de bon élève dans ce contexte, avec une production annuelle qui était estimée à près de 250 tonneaux de copra autour de 1910.
Et finalement, cette production a offert aux habitants, comparativement à d'autres îles, une certaine aisance matérielle et la possibilité d'acquérir des produits importés. En filigrane apparaissent aussi les routes commerciales françaises. Les négatifs des poutres, des poteaux de véranda montrent l'utilisation du système métrique français. L'alcool, la vaisselle, les cosmétiques sont également français. La faible représentation de produits anglo-saxons, en dehors des produits pharmaceutiques, est sans doute liée à des taxations plus importantes. Donc, au-delà d'une européanisation des populations des Tuamotu, il est clair qu'on assiste à leur francisation, plus spécifiquement. En même temps, le mobilier archéologique témoigne d'un goût des Whakaina pour les produits exotiques qui est en lien avec la transformation de leurs habitudes de vie, transformation à laquelle poussent fortement les missionnaires. Dans la mémoire collective, l'occupation d'Okikakika, donc entre 1871 et 1903, est associée à une période finalement de prospérité économique et d'ouverture au monde. Elle correspond pour les habitants d'aujourd'hui à une sorte d'âge d'or de la communauté qui aurait pris fin avec l'abandon du village, qui correspond d'ailleurs à l'adoption de nouvelles manières de construire sur lesquelles on n'aura pas du tout le temps de revenir. On soulignera néanmoins que cette période d'Okikakika marque aussi le début d'un cycle d'endettement des populations, puisque tous ces biens étaient très souvent acquis à crédit auprès de marchands ambulants, et les dettes accumulées par certains habitants ont entraîné des ventes de terres, en fait, qui continuent de poser des conséquences importantes pour les populations contemporaines. Voilà, merci beaucoup.